Tu me dis quand? Oui. Bonjour à tous. On va attendre juste quelques secondes que tout le monde se joigne à nous, puis on va commencer. Donc, on a plus d'une centaine d'inscrits. Je vais commencer dans quelques secondes. Toujours un plaisir de faire ces webinaires. Je me suis transformé en animateur de webinaires. Je ne pensais pas avoir à franchir cette étape-là dans ma carrière, mais voilà. C'est super hot, Patrick. Bon, on a... je vais attendre encore une minute et on va démarrer ça. On a un gros programme aujourd'hui. Oui, on peut y aller, Patrick. On peut y aller, bon, parce que les gens, j'imagine, sont rentrés, mais on voit les participants rentrer au fur et à mesure. Alors, mercredi 13 mai, 14 h, super heureux d'être là aujourd'hui. On a un super programme pour vous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Rachel Bendayan, qui est députée d'Outremont au Parti libéral et qui est secrétaire parlementaire de la ministre de la Petite Entreprise, de la promotion des exportations et du commerce international. On va discuter de mesures gouvernementales. Le gouvernement a investi massivement dans la crise pour soutenir les entreprises, particulièrement les petites entreprises. On va en parler. On va parler également de la perspective sur la relance avec Rachel. Notre deuxième segment, ça va être avec Francis Davidson, qui est fondateur et CEO de Sonder, une business qui a été fondée à Montréal et maintenant dont le siège social est à San Francisco. Et business qui a été touché par la crise actuelle. Donc, avoir sa perspective sur la crise et les opportunités pour Sonder. Et troisième segment, ça va être avec Chris Arsenault, d'Inovia, Managing Partner d'Inovia. Donc, sa perspective comme investisseur dans la crise. Donc, voilà, gros programme aujourd'hui. Et très heureux de t'avoir avec nous, Rachel. Merci de te prêter au jeu aujourd'hui. Merci beaucoup, Patrick. Et merci aussi de garder ces rencontres hebdomadaires. Je trouve ça absolument magnifique. Toute l'équipe de Bonjour Startup est vraiment au fait. Alors, c'est beau à voir. Le travail que vous faites aussi est important pour nos startups, notre écosystème, afin d'accélérer la création, la croissance et le rayonnement de nos entreprises ici à Montréal. Et je dois vous dire que je comprends très personnellement les pressions que vous subissez à chaque jour. Mon mari est entrepreneur, son entreprise est vraiment à risque en ce moment. Alors, je vis avec ce stress aussi. J'imagine que c'est le même stress que vous vivez tous. Et le rôle du gouvernement dans tout ça est primordial. On est là pour vous aider à passer à travers, pour aider nos propriétaires de start-up et nos entrepreneurs et d'être vraiment vos défenseurs. En tant que secrétaire parlementaire pour les PME, c'est une responsabilité que je ressente vraiment très personnellement. Et si vous me permettez, je vais peut-être passer très rapidement en revue de certaines mesures avant de passer à plus une discussion ou échange avec vous. Est-ce que ça te va, Patrick? Absolument. Donc, tu sais, le gouvernement a mis quand même beaucoup d'efforts pour soutenir les entreprises. Il y a plusieurs mesures qui ont été annoncées depuis un mois et demi. D'ailleurs, il y en a une dont on attend les détails, celle reliée au Développement économique Canada, dont tu vas nous parler également. Donc, peut-être faire la revue de ces mesures-là rapidement, qui sont quand même substantielles. Donc, ça serait donc un premier sujet à aborder maintenant, Rachel. OK, parfait. Vraiment juste un petit survol parce que je sais que plusieurs de vos membres sont au courant de nos programmes, mais sachez d'abord et avant tout que cette discussion, comme la discussion que j'ai eue avec toi, Patrick, il y a quelques semaines, est tellement important pour nous, pour le gouvernement, car nous prenons vraiment le feedback à cœur et c'est grâce à vos commentaires que nous avons déjà adapté certains
de nos programmes pour les rendre plus accessibles, tout particulièrement aux très petites entreprises et à nos startups. Je cite comme exemple le compte d'urgence pour les entreprises. Ouais. C'est le prêt de 40 000 et j'avais entendu de plein de monde, d'entrepreneurs, entre autres, que il fallait abaisser la limite de masse salariale pour que encore plus de PME puissent y avoir accès. Nous avons beaucoup de retours positifs là-dessus. On est déjà 600 000 entreprises qui ont été approuvées pour ce prêt. Fait que quand même un succès de notre point de vue. Aurais-tu la proportion des... Rachel, excuse-moi, aurais-tu la proportion des entreprises qui ont fait une demande du Québec par rapport à ce total-là? Est-ce que c'est une proportion intéressante à aller chercher? Là? Si tu ne l'as pas, on va faire un suivi après notre appel pour... Oui, non, bonne idée. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais on pourrait te trouver l'information. Absolument. Mais à Montréal, en tout cas, l'écho que j'ai est très bonne. J'ai déjà parlé à quelques banquiers, mais aussi entrepreneurs qui m'ont dit qu'à Montréal, ça va assez bien. Pour la subvention salariale, je voulais juste faire la petite note. Là, je sais que ce n'est pas tous les startups qui ont des employés, mais quand même, et comme vous savez, une des critères d'admissibilité initiale de ce programme-là était de démontrer une perte de revenus de 30 % comparé à l'année dernière. Mais nous l'avons ajusté justement pour nos startups parce qu'on s'était dit, ben, tu sais, écoutons, il y a des startups qui se sont organisées dans la dernière année. Alors maintenant, tu peux faire la comparaison avec janvier et février 2020 comme référence et pas seulement l'année dernière. Alors, encore une fois, pour répondre à nos startups. Et vous êtes probablement familier avec la PCU, c'est la prestation canadienne d'urgence, c'est le 2 000 $ par mois. Et nous nous sommes assurés que nos travailleurs autonomes et indépendants sont admissibles à ce programme. C'était quelque chose de très important pour moi parce que souvent, on avait peur de tomber entre les cracks. Alors, nous avons également élargi le programme afin qu'il soit possible de gagner jusqu'à 1 000 $ par mois et être éligible à la PCU quand même. À peu près 8 millions de Canadiens en bénéficient en ce moment. Et peut-être, avant de passer au programme du jour, juste pour dire un petit mot sur le loyer, j'aimerais vous entendre là-dessus, sur l'appel, de voir comment vous voyez ça, mais je sais que les détails sont encore... on attend quelques détails. Le gros du programme a été déjà annoncé et comme vous savez, c'est des juridictions provinciales. Alors, on travaille avec nos homologues au niveau provincial pour instaurer cette aide-là au loyer et réduire les loyers pour les PME de 75 % ou plus. Alors, ça va être rétroactif au mois de janvier et j'espère avoir plus de détails la semaine prochaine là-dessus. Et peut-être pour conclure, aujourd'hui même, on a des détails par rapport à un nouveau fonds. C'est le Fonds d'aide et de relance régionale, à peu près 1 milliard de dollars. Alors quand même, très intéressant pour nos très petites entreprises. Essentiellement, plus de 200 millions sera attribué au Québec, ici, avec le DEC. Alors, si vous ne connaissez pas encore le DEC, c'est le moment de l'appeler parce que les agents de DEC ont cet argent pour vous. Et finalement, vraiment, ce que j'aimerais insister, c'est que cet argent est destiné aux entreprises qui alors, si vous êtes entrepreneur qui peut-être n'a pas encore d'employé ou qui ne bénéficie pas des autres mesures comme le prêt de 40 000 $, là, le DEC vient vraiment répondre à vos besoins et on pourrait en discuter davantage des détails de ce nouveau programme dans les minutes qui viennent. Et il y a aussi le programme d'aide via le Pari. Hein? Je prends note là, de celui-là également qui a de 250 millions de dollars là, qui
qui passe à travers le CNRC aussi, dont la date limite était la semaine passée. Oui, c'était la semaine dernière, 250 millions, comme tu l'as si bien dit, c'est le programme d'aide à l'innovation du Paris et c'est vraiment destiné aux startups qui sont dans le tech. Et en tout cas, en même temps, on avait également annoncé un 20 millions de dollars dans Futurpreneur. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais c'est quand même un organisme super, vraiment terrain qui aide nos jeunes entrepreneurs. Puis je regarde l'ensemble de ces mesures-là. Nous autres, on est membres, Bonjour Startup, on est membres de Startup Genome, qui est un organisme qui benchmark les écosystèmes à travers le monde. Fait qu'on est au courant des pratiques puis des mesures qui se mettent en place dans d'autres pays. Le Canada fait très, très bonne figure. Là. Je dois l'admettre et le souligner. C'est important de le dire. Quand le gouvernement fait des bons moves, il faut le souligner. Donc, bravo pour ça. Puis, moi, j'ai été dans certains appels, dont avec toi, Rachel, vous vouliez comprendre sur le terrain ce qui se passait. Peut-être nous parler de votre opération terrain depuis le début de la crise. Comment vous êtes branchés sur l'écosystème des petites entreprises à travers le Canada? C'est quand même une grosse tâche. Comment vous y êtes pris? Vous avez fait quoi là, depuis le début de la crise? C'est effectivement, c'est immense comme tâche. La ministre Ng et moi-même, on est à tous les jours au téléphone afin de parler directement aux entrepreneurs, aux associations, aux chambres de commerce. Il y a énormément de chambres de commerce à travers le Canada, comme vous savez, mais moi, je privilégie surtout le contact direct avec les entrepreneurs. Et je crois que ça a été indispensable comme exercice, même si les journées sont très longues et les nuits sont très courtes. Je pense que ça nous a permis vraiment de prendre des commentaires et en parler soit directement au premier ministre ou au ministre des qui était indispensable pour moi afin de passer les messages. Et plus récemment, c'était également avec les propriétaires et des locataires afin de pouvoir vraiment travailler les détails de ce nouveau programme pour le loyer commercial. Et on va continuer de faire ce travail, surtout maintenant qu'on a plus de détails sur cette annonce du DEC pour ce qui est des entreprises québécoises, afin vraiment de voir, OK, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ça pourrait être aussi bête que quelqu'un qui m'appelle pour dire, OK, on ne répond pas à mon appel. Mais ça, c'est un vrai problème, puis moi je peux m'arranger pour que quelqu'un réponde. Puis il y avait plusieurs commentaires liés aux mesures, par rapport aux startups, des problèmes d'éligibilité par rapport aux critères, notamment la démonstration de la baisse de 30 de revenus d'année en année. Ça, c'était difficile. La démonstration de rentabilité, souvent pour les startups, ce n'est pas dans la stratégie même d'une startup d'être rentable à court terme. Donc, c'était deux critères qui souvent étaient problématiques. Je pense que vous avez écouté. C'est sûr que c'est dur de revenir sur une mesure déjà annoncée, mais là, vous annoncez des nouvelles mesures qui permettent d'accepter ces startups-là. Donc, je trouve qu'on est vraiment sur la bonne voie de ce côté-là. J'aimerais avoir ta perspective. Là, il y a beaucoup de mesures qui ont été mises en place pour la crise, qui vont s'étaler sur plusieurs mois. Il y a même la mesure de subvention salariale qui a été reconduite un mois additionnel. Comment vous voyez là, au gouvernement, dans le cabinet de la ministre, comment vous voyez la relance? C'est ce qu'on entend parler actuellement de plus en plus. Peut-être nous donner ta perspective sur la relance, les secteurs visés, l'importance de l'inclusion, l'innovation. Comment vous voyez la relance, puis comment vous voyez les entrepreneurs jouer un rôle dans cette relance économique? Essentiellement, premièrement, juste pour clarifier sur la subvention salariale, c'était une décision prise avec justement l'idée du relance en tête. On sait que la relance va être importante pour les Canadiens, pour l'économie, et le fait
de prolonger la subvention salariale va donner la chance aux entrepreneurs, aux entreprises de garder leurs équipes en place et d'être vraiment prêtes pour le jour où on va pouvoir réouvrir l'économie. Alors, on ne sait pas encore si ça va être reconduite d'1 mois ou plus. On est à même de négocier avec les autres parties en opposition. Mais pour nous, c'est un bel exemple de programme qui a vraiment l'idée de la relance. Pour ce qui est des détails, des prochaines étapes, c'est sûr qu'on est un peu pris avec les juridictions fédérales, provinciales. Ça revient au premier ministre provincial de décider quelle date nous pouvons réouvrir les commerces, par exemple, versus les écoles. On voit ça tous les jours avec les annonces que le premier ministre Legault fait. Mais en même temps, au niveau fédéral, je pense que c'est vraiment l'infrastructure, l'environnement. Nous travaillons, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a le ministre Guilbeault avec le ministre McKenna qui travaillent les trois ensemble sur les projets de relance. Alors, on parle de projets qui sont shovel-ready, on parle de projets structurants, vraiment de relancer l'économie. Et moi, j'ai hâte de voir ça aller parce que, tu sais, on vit quand même dans un climat assez anxiogène à l'heure actuelle, beaucoup d'incertitudes par rapport à la longueur de la récession, voire dépression qui s'en vient. Puis on sait, là, je pense que tu vois bien le dicton que j'ai derrière moi, puis on y croit fortement ici, tu sais, c'est les startups sont en partie le moteur de l'économie, le moteur de la relance potentiellement qui s'en vient. Donc, on a hâte de voir aussi la collaboration avec les différents ministères. Tu sais, les gouvernements peuvent jouer un rôle en encourageant les startups par des projets, puis en potentiellement modifiant les règles d'appel d'offres. Je pense que ça, c'est une piste à explorer. S'il y avait un sujet qu'on pourrait explorer au-delà de cet appel-ci, Rachel, ce serait celui-là. C'est comment est-ce qu'on pourrait trouver une façon d'inclure plus facilement les startups dans les processus d'appel d'offres gouvernementaux et aussi de favoriser par les grandes entreprises l'achat local, l'achat de startups locales, de technologies locales par des grandes entreprises qui sont financées par le gouvernement. Ça aussi, c'est un sujet, puis je pense qu'on l'avait abordé dans notre appel il y a quelques semaines. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment on peut inciter les grandes entreprises à contribuer à la relance en employant plus de technologies, en utilisant plus de technologies de start-up locales. Ça, c'est un des sujets sur lesquels on pourrait poursuivre au-delà du webinaire. On a plusieurs questions des participants, donc je vais en aborder quelques-unes. On a donc Sabine Levano qui demande par rapport à l'aide au loyer, quel est le critère, si le critère de baisse du chiffre d'affaires s'applique vraiment parce qu'il est difficile à atteindre. Donc la question, est-ce que c'est le même critère qui avait été utilisé pour la subvention salariale qui s'applique à l'aide au loyer? Donc, c'est une question technique. Je ne sais pas si tu es au courant de ça, Rachel, puis si tu pouvais répondre à cette question-là. Ton micro est muté. Voilà. Bizarre. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend. Alors, oui, c'est effectivement beaucoup plus élevé pour le programme de loyer commercial. On parle d'une baisse de revenus de 70 %, alors que pour la masse salariale, la subvention 30 salariale, c'est 30 %. Alors, ouais. c'est vraiment deux d'ordre d'idées. L'idée derrière le programme pour le loyer commercial, c'est vraiment d'aller chercher les entreprises qui ont fermé boutique, qui ont plus d'activités et qui ont vraiment besoin de cet argent-là. J'entends par contre le commentaire, puis ça me fera plaisir de
C'est sûr que quand on se met une chiffre, il va y avoir ceux qui ont 69 puis, et non pas 70 Oui. puis ça fait toujours de la peine, mais je vais passer le commentaire par rapport au fait que c'est assez élevé. Mais c'est certain qu'ici, on cible avec cette mesure-là, clairement, on cible les business qui ont été touchés sévèrement par la crise. Si on peut penser au tourisme, on peut penser à l'industrie du spectacle, dont les revenus sont passés de 100% à quasiment zéro. Je pense au Cirque du Soleil, Oui. notamment. Fait que c'est certain que là, on vise des business qui ont été lourdement touchés, des business qui ont pignon sur rue. La restauration, notamment, je présume là, qu'on cible ce type de business-là. Oui. Il y a des restaurants qui continuent à rouler. Il y en a qui sont complètement fermés, mais vous avez tout à fait raison. Le secteur touristique est gravement touché, culturel également. Alors, j'ai des bons échos là, de ce programme-là de la part de nos commerçants sur les artères commerciales ici à Montréal, sur Saint-Denis, Saint-Laurent. Et tout le monde attend les détails parce que la plupart ont subi une perte de 70%, sinon plus. Oui, absolument. J'ai une autre question. Peut-on bénéficier de ce nouveau programme si on a bénéficié du 40 000 là, de l'autre programme et des deux autres programmes là, qui ont été annoncés, là, des mesures gouvernementales, donc du compte d'urgence et de la SSUC. Ça, c'est lequel, le SSUC encore? C'est la subvention salariale, c'est ça? Subvention salariale. Ouais. Pour le programme de loyer, oui, absolument. Si vous parlez du nouveau programme du DEC. DEC, non. Alors, le programme du DEC est spécifiquement, vise spécifiquement les entreprises qui n'ont pas pu toucher le 40 000 de prêts ou de subventions du gouvernement fédéral jusqu'à présent. C'est vraiment pour aller chercher les entreprises qui entre guillemets, tombent entre deux chaises avec les programmes existants. Puis je pense réellement, là, tu sais, je dis ça pas pour rien que c'était plus que nécessaire. Là. On a des entreprises qui n'ont pas d'employés ou de masse salariale, alors ils ne peuvent pas accéder aux 40 000 de prêts. On a des entreprises qui n'ont pas nécessairement de loyer. Je parle à des entrepreneurs qui travaillent de chez eux. Ils me disent qu'il faut continuer à rouler quand même. Alors, c'est des petits prêts. On parle de prêts entre 12 500 $ et 40 000 $ non remboursables à 25 %. Alors, le calcul ressemble pas mal au CIBA, entre guillemets, le prêt de 40 000 $ qui est tellement populaire. Alors, jusqu'à 25 % de ce prêt est non remboursable et encore une fois, il y a des prêts de plus de 40 000 $ qui sont entièrement remboursables et disponibles pour des PME et des OBNL à vocation commerciale dans le secteur manufacturier. Alors, il y a comme deux volets de ce programme-là de DEC. Le premier volet des prêts de 12 000 jusqu'à 40 000 et le deuxième, plus de 40 000. Cool. J'ai une autre question. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Je ne sais pas si on va avoir le temps de toutes les couvrir. Question de Vincent Barberger. La formation de la main-d'œuvre est une compétence provinciale, mais l'enveloppe que le gouvernement du Québec a décidé de consacrer 100 millions sera probablement épuisée rapidement et tout le monde ne pourra en bénéficier. Est-ce envisageable d'avoir le fédéral donner un coup de pouce? Alors, le fédéral a mis énormément de programmes déjà sur la table, mais c'est sûr que je suis certaine que je pourrais faire le commentaire à mes collègues quand même, mais on parle à peu près de 150 milliards, sinon plus, là, de dollars que le fédéral a mis à la disposition des Canadiens et surtout des entrepreneurs directement. C'est vraiment un des pays, si je me souviens bien, parmi le G20 qui a le plus dépensé de tous les pays du G20. Alors, c'est quand même
assez incroyable. Je dirais aussi qu'on parle de 150 milliards d'argent direct, mais aussi de 850 milliards de dollars en prêts. Alors, la liquidité dans le marché est énormément c'est tellement important pour l'entrepreneur, mais si on regarde et on se compare à d'autres pays, on figure quand même très, très bien. Ah oui, absolument. Je le confirme. Je le confirme. Un autre participant demande si il va y avoir des retours du PAI. Là. Les demandes ont été soumises. Donc, les candidatures ont été soumises la semaine passée à la date limite. C'était le mercredi de la semaine dernière, si je me souviens bien, ou l'autre, donc il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Est-ce que tu sais quand il va y avoir un retour sur ces demandes-là? Donc, c'est ça la question. Je crois que ça va être dès cette semaine. Alors, c'était les informations que j'avais il y a quelques jours, que ça serait cette semaine. Là, on est quoi? On est mercredi ou jeudi. On devrait avoir ça cette semaine. Good. Excellent. Dernière question des participants. Le programme du DEC qui est annoncé aujourd'hui, il va être accessible directement via DEC ou via des banques. Ça va être quoi le mécanisme, le véhicule? Directement via DEC. Okay. Alors, j'ai un numéro de téléphone à quelque part pour partager avec vous et ça serait vraiment important. Moi, je conseille depuis déjà plusieurs semaines à tous mes entrepreneurs d'appeler DEC, d'avoir peut-être une première conversation afin de s'assurer qu'ils savent que tu es là. C'est sûr que les détails qui sont sortis aujourd'hui sont tous disponibles sur le site web de DEC, où vous avez également un email et un téléphone. Et je fais juste 1-800-561-0633, c'est le numéro de DEC à Montréal. Alors, je pense que ça vaudrait la peine de les appeler aujourd'hui. J'imagine que ça va être une journée occupée pour eux, mais ça ne dérange pas. Ben là, tu viens d'envoyer une centaine de personnes qui vont appeler potentiellement à la ligne du DEC. Rachel, il nous reste 2 minutes. Peut-être un dernier mot pour la fin sur ta perspective de la relance pour Montréal versus les autres villes au Canada. Comment tu vois ça? Et peut-être avec une note d'espoir, je présume. Okay. Merci. Toujours avec une note d'espoir. Ça fait déjà 9 semaines, puis je sais à quel point c'est angoissant et c'est stressant, puis on a tous vraiment besoin de voir la lumière au bout du tunnel. Évidemment, je suis comme vous tous la situation ici à Montréal et je sais que le premier ministre a dit cette semaine qu'il trouvait la situation inquiétante, mais en même temps, je pense que ça va bien. Les entrepreneurs me disent qu'ils ont l'accès nécessaire à la liquidité, à l'argent dont ils ont besoin. C'est sûr qu'ils veulent réouvrir et nous voulons réouvrir avec eux. La seule chose, c'est qu'on ne veut pas nécessairement recommencer l'économie pour après devoir l'arrêter une deuxième fois. Je pense que ça serait les pires de scénarios. Alors, nous attendons le bon moment pour pouvoir redémarrer en toute vitesse et j'espère que vous allez tous participer à cette relance-là et me faire part de vos commentaires quant à comment le faire, comment bien le faire et surtout, si vous avez besoin de l'aide du niveau fédéral, que vous n'hésitez pas à me contacter. Rachel, merci de ton temps, merci de t'impliquer, merci de ta passion, ton intérêt pour les entrepreneurs. Ça paraît que c'est pas du spectacle, c'est véritable. Merci encore de ta passion pour l'entrepreneuriat. Merci beaucoup, Patrick. À très bientôt. À très bientôt. Bye-bye. Alors, we're going to switch over to English. We have our next guest is Francis Davidson, founder of Sonder, entrepreneur who started out of Montreal. Actually, he's now in San Francisco. Thanks a lot for taking the time with us today, Francis. And we're all saying hi here from Montreal. Hope you're doing well in San Francisco. I'm assuming you're based out of there.
Si tu veux, Patrick, ça me ferait plaisir de te parler en français. On peut le faire en français. Ah, ben, écoute, let's go, ben on oui, s'essaye. On s'essaye on en français. s'essaye. Let's go. Mais là, tu ne dois pas être Um, très habitué en français, fait que, tu sais, on pourrait Ça se faire peut, un regarde, back on and va forth, tu sais. peut-être un franglais, si c'est correct. Mais non, on va dire, en ce moment, je suis à San Diego. OK. J'ai décidé la semaine dernière de louer un char puis de commencer à voyager à travers les États-Unis, passer peut-être 2-3 semaines dans chacune de nos villes. Tu sais, on a encore des équipes qui sont... on est encore ouvert, fait qu'on a encore on a des clients qui restent avec nous, on a des employés qui sont sur le champ, qui font du travail. Puis moi, ça me tentait d'aller voir un peu. Puis fait que là, en ce moment, je suis à San Diego. Je vais m'en aller à Phoenix la semaine prochaine. Puis j'espère passer quelques temps sur la route pour aller à éviter certaines équipes. Puis évidemment, bénéficier du fait qu'on a ce network-là d'appartements qui sont disponibles, qui sont professionnellement nettoyés, pour lesquels il y a un service qui est digital, ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas vraiment de contact physique. La distanciation sociale est beaucoup plus facile à faire dans ces cas-là. Donc, voilà. Puis, à quand ta visite à Montréal, là? Parce que tu en as un, Sander, là, qui se bâtit Ouais. dans le coin, là, pas loin d'ici. Donc, c'est pour quand? On en a plusieurs, mais c'est ça. Moi, là, c'est les frontières internationales. Fait que dès que c'est ouvert, moi, C'est vrai. j'ai bien hâte de retourner à Montréal. Puis au Québec, c'est d'ailleurs voir ma famille qui est à Gatineau. Fait que dès que c'est possible, j'ai même un petit peu d'espoir dans ma tête que si jamais mettons, si je continue à être en voiture pour faire mon road trip américain, de même me ramasser à Montréal, ce serait vraiment incroyable. Ben oui, c'est ce que je pensais. Tu C'est un fais peu un loin. road trip, tu passes par New Ben ouais, pourquoi York, pas. Boston, tu montes ici. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Écoute, merci de te prêter au jeu. C'est un webinaire qu'on fait toutes les semaines depuis le début de la crise pour parler aux entrepreneurs. Il y a plus d'une centaine d'entrepreneurs qui écoutent ça à chaque semaine. Puis vraiment, on veut avoir du monde qui sont inspirationnels, puis toi, tu as une business quand même qui a été particulièrement touchée par cette crise. C'est un peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Tu as vu les sujets là, que j'avais envoyés à ton équipe. Certainement. Puis c'est vraiment une conversation plutôt informelle. Là. On est en mode fireside chat ici, même s'il n'y a pas de fauteuil et de fireside. Là, mais mettons, on va faire assemblant. Puis, parle-nous un peu du contexte de la crise. Je regarde Sander, là, puis tu dis, oh my God, écoute, l'impact sur tes revenus. Parle-nous de ça, l'impact de la crise sur ta business, tes revenus, puis les opportunités que tu vois qui sont en train de se pointer. Là. Puis, moi, j'ai lu ton texte. Tu as quand même écrit un texte éclairant il y a quelques semaines qui s'adressait à ta communauté, à tes investisseurs. Fait que je l'ai lu. Puis je me suis quand même inspiré de ça pour notre conversation. Absolument. Peut-être un peu de contexte par rapport à l'entreprise. On a lancé à Montréal en 2014. Moi, je suis déménagé à San Francisco en 2016-2017. Puis ça a été vraiment une croissance absolument exponentielle. J'ai vraiment eu la chance de m'entourer de gens qui sont vraiment extraordinaires, qui ont déjà scalé des compagnies. On a eu un support incroyable d'investisseurs qui nous ont donné le capital requis pour monter la business au-dessus de dollars canadiens, je dirais 350 millions et plus de revenus de chiffre d'affaires annuel, avec une croissance annuelle au mois de décembre, janvier, on était à 180, 2,8 fois year over year de croissance. Fait qu'une croissance vraiment fulgurante. Puis on était vraiment dans une bonne position en tant qu'entreprise. Dans notre espace, il y a environ une douzaine de compagnies qui ont un modèle d'affaires qui est très similaire. On s'attaque à la même opportunité qui est de moderniser l'industrie de l'hôtellerie, du tourisme, d'y injecter beaucoup plus de technologie, puis une approche qui est beaucoup plus designée de façon un peu plus moderne versus les hôtels qui manquent un peu d'inspiration. C'est vraiment ça l'idée de l'entreprise. On est à la tête, disons, fait que tout se passe super bien. Puis là, évidemment, la COVID frappe, puis les revenus pour l'industrie de l'hôtellerie en général, surtout dans les grandes villes, diminue d'au-dessus de 90 %. On a commencé à voir ça au mois de février. On a une présence à Rome, en Italie, donc ça a été vraiment le premier endroit qui a été frappé par la crise. Puis on a vu les revenus et les cancellations monter en flèche. Puis on a commencé à étudier vraiment ce qui s'était passé dans certaines épidémies historiquement. Par exemple, SARS, en 2003, à Hong Kong, il y a eu une précipitation des revenus de 90 %. Ça a pris environ 7 mois avant que les revenus reviennent à la normale. Fait que là, on a commencé à se dire, wow, si jamais
il y a une propagation à Londres, où on a notre entreprise beaucoup plus grosse à Londres qu'à Rome, puis évidemment aux États-Unis, puis au Canada. C'est vraiment, ça aurait un choc vraiment, vraiment drastique sur notre entreprise. Fait qu'on a commencé à mettre en place certains objectifs qui nous permettraient de mitiger, disons, les impacts de la diminution de demande. Tu as commencé ça, tu as commencé quand, cet exercice-là? Disons, fin février, OK. disons, première semaine de mars, on avait déjà un plan. Fait que je peux décrire peut-être en général ce à quoi ressemble le plan. Premièrement, on s'attendait à ce que nos espaces aient un usage qui est différent que le tourisme pendant la crise. Donc, ce que je veux dire, c'est des gens qui travaillent qui travaillent dans les soins de santé. On parle des gens qui ont besoin de logements temporaires, qui ont besoin de s'isoler socialement, des gens qui sont pris dans un pays étranger puis qui ne peuvent pas revenir chez eux ou qui ne veulent pas revenir chez eux. Fait qu'il y a plusieurs cas comme ça qui existent. Puis on s'est dit, on va essayer d'offrir nos appartements, nos hôtels à un prix plus faible pour des gens qui veulent rester pour 14 jours et plus. Fait que ce segment-là de notre entreprise qui était pratiquement inexistant avant, maintenant représente le 3/4 de nos revenus. Puis notre taux d'occupation, on va dire, la fin de semaine dernière, par exemple, était au-dessus de 65 %. Fait qu'on a réussi à aller chercher vraiment beaucoup de la diminution de la demande. Fait que ça a aidé beaucoup, mais quand même, les revenus ont diminué beaucoup. Fait que pour répondre à ta question directement, l'industrie hôtelière est down de 90 %. Nous, nos revenus ont diminué d'environ 60-65 % au creux de la crise, puis en ce moment, ils sont en train d'augmenter. Fait que ça n'a pas été suffisant, simplement d'ajouter d'autres canaux de demande. Il a fallu vraiment regarder la structure de coûts en détail. Quels sont, où est-ce qu'on est capable de réduire nos coûts? Puis on a vraiment regardé absolument tout. Puis la décision la plus difficile de loin qu'on a eu à faire, ça a été une réduction de notre effectif. On a dû faire des mises à pied d'environ 400 personnes, ce qui représente environ un tiers de nos employés. Puis ça a été super difficile parce que ce sont des gens, genre, on a passé tellement de temps à trouver des gens qui sont vraiment exceptionnels, qui se sont donnés corps et âme. Puis c'est totalement pas de leur faute. C'est pas de notre faute non plus. Ça s'est passé, puis on n'a pas eu le choix de répondre vraiment avec une réduction de coûts. Fait que ça a été super difficile, mais toutes les autres lignes de coûts, on s'est vraiment attaqué à ça. Puis au final, ça a fait en sorte que l'entreprise est dans une bonne position en ce moment, malgré le fait que ça a été extrêmement difficile. Plus de revenus, diminution de coûts, puis le fait qu'on a agi super rapidement, ça nous a permis de nous mettre dans une voie, disons, où on est dans une position où l'entreprise devrait être en mesure de non seulement survivre la crise, mais d'être dans une position où il va y avoir plusieurs opportunités dans les prochains 12-18 mois. Puis on commence déjà à réfléchir un peu à ce à quoi va ressembler la stratégie qui est un peu plus sur l'offensive. Le fait que tu agis vite, c'est déjà très bon signe. Les coupures sont très dures à faire. 400 personnes, c'est du monde à la shop, là. Puis c'est des gens que vous avez embauchés à la sueur de votre front. Fait que je peux imaginer ce que ça représente comme douleur. Puis d'aller chercher ces nouvelles opportunités pour compenser pour la chute, c'est quand même, je pense que vous avez fait les bons gestes, les gestes braves pour pouvoir assurer la pérennité de l'entreprise. C'est des gens que vous allez potentiellement pouvoir embaucher dans 9-12 mois. Absolument. Fait que, tu sais, parle-nous, c'est un bon segue pour parler de leadership parce que dans un temps de crise comme ça, on a, je pense que le leadership est super critique. Fait que, parle-nous un peu de l'impact de la crise sur le moral des employés, puis tes décisions comme leader pour réengager ce moral-là. Comment tu as fait ça? Oui. Je ne peux pas dire que j'ai fait la meilleure job au monde par rapport à ça. J'essaie toujours en ce moment de comprendre exactement quel a été l'impact précis sur le moral, sur la culture, quel genre de feedback est-ce qu'on peut aller recevoir qui va nous permettre de changer nos actions. Fait qu'honnêtement, c'est vraiment quelque chose qui est ongoing. En ce moment, je suis vraiment en train je plonge là-dedans. Mais je dirais que l'impact culturel puis est beaucoup moindre que ce à quoi je m'attends attendu. Je dirais que les gens sont très motivés en ce moment. Puis on utilise à vrai dire une autre entreprise montréalaise, Office Vibe, qui envoie là, à chaque semaine certaines questions. Fait que nos scores d'engagement sont stables, à vrai dire. Okay. Mais en même temps, on sait que surtout des gens qu'on a mis à pied sont vraiment frustrés par rapport à l'entreprise. Fait qu'on a des commentaires qui ont été laissés sur Glassdoor, par exemple, qui sont vraiment là, virulents. Puis honnêtement, ça a fait mal. Ça a fait mal comme personnellement moi puis au reste de l'équipe qui vraiment se sont donné corps et âme là-dedans. Mais il y a quand même de la vérité à aller chercher là-dedans. Puis je pense que ce qui est important, c'est d'être plus à l'écoute. Puis ça, c'est ça sur quoi je travaille plus en ce moment. C'est non seulement de travailler directement avec mon équipe leadership, mais d'aller voir genre vraiment tout le monde dans l'organisation pour leur dire hey, c'est correct
d'exprimer le fait que c'est difficile. C'est correct d'être vulnérable. C'est non seulement une situation qui est stressante au travail, mais on passe tous à travers personnellement des moments stressants aussi, surtout, je pense, à ceux qui ont des familles avec des jeunes enfants chez eux, puis qui doivent travailler, qui sont sur Zoom à journée longue, qui ont des enfants derrière, qui ont vraiment besoin d'attention. Je pense que c'est super important de créer un espace qui est vraiment où les gens peuvent vraiment exprimer leur frustration et leurs difficultés. Une autre chose qu'on a fait, je pense que c'est plutôt bien porté, c'est qu'on a été extrêmement transparent. Fait que j'ai augmenté la fréquence des all hands. Habituellement, on faisait ça à chaque 2 semaines. Ouais. J'en ai fait un à chaque semaine. J'envoyais des courriels beaucoup plus fréquemment. Puis on montrait vraiment, hey, voici l'impact financier sur 102 de la crise. Fait qu'on à la place de dire, hey, c'est épeurant, on va vous donner moins d'informations, c'est dit, c'est épeurant, donc il faut donner encore plus. Absolument. Exactement, il faut être encore plus transparent. Mais honnêtement, je ne peux pas dire que j'ai réglé. Je pense que la réalité, c'est que c'est une situation qui est difficile pour tout le monde. Puis, il faut juste pas se compter de mensonges. Je pense, je travaille avec mon coach qui est Matt Machari, qui est vraiment incroyable. Lui, il me pousse tout le temps à ne pas essayer d'avoir une stratégie de communication avec l'équipe qui est trop positive. La chose qui est la plus importante, c'est que les gens te croient puis que tu sois authentique. Puis s'il y a des vrais challenges, il faut en parler. Fait que, tu sais, j'ai certainement pas essayé de dire, hey, non, regarde, tout se passe bien, puis la recouverte une reprise économique va être super rapide. J'ai dit, hey, ça se peut que ça prenne longtemps. À vrai dire, on ne sait pas comment longtemps ça va durer. Est-ce qu'il va y avoir une deuxième vague de mise à pied? Je ne l'espère pas, je ne pense pas, mais je ne peux rien garantir parce que le monde est tellement incertain. Fait que juste l'authenticité totale, je pense que c'est vrai. Je pense que c'est la bonne posture. J'aime bien le terme de McKinsey, c'est bounded optimism. Voilà. On veut avoir de l'optimisme, on remplace les revenus, on trouve des solutions, on protège le cash, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Je pense que tu as la bonne position là-dedans. Écoute, j'ai déjà plusieurs questions de participants. Donc, Marie-Josée Roy, qu'en est-il du potentiel IPO de Thunder qui était imminent? J'imagine que c'est quelque chose qui doit pas être on the table à l'heure actuelle. Fait que est-ce que c'est le cas ou vous en êtes tout avec ça? Oui, pour moi, j'ai jamais vraiment placé beaucoup d'importance par rapport à exactement le timing de l'IPO. Puis je sais qu'on voit souvent ça quand des investisseurs, surtout au début de seed stage, Series A, hey, c'est quoi l'exit strategy de la compagnie? Puis tu as vraiment deux choix, c'est acquisition ou IPO. Puis je dirais que ma perspective par rapport au IPO a vraiment changé dans le moment. Je ne vois vraiment pas ça comme étant un exit strategy. Pour moi, c'est comme un moment qui est, à vrai dire, je l'espère, comme dans le début de l'existence d'une vraiment belle compagnie, d'une belle organisation. C'est ça. Fait que moi, je vois juste ça comme étant un point de transition. Puis là, évidemment, le timing pour un IPO n'est sûrement pas extraordinaire dans les 12 prochains mois. Puis honnêtement, on n'était pas prêt de le faire si rapidement que ça. Fait que non, je pense que ça va se passer naturellement dans les prochaines années. Une chose qu'on sait qui est super importante, avoir vu WeWork puis leur échec, c'est de savoir qu'on a derrière nous plusieurs trimestres de profitabilité avec des états financiers qui sont super solides. Je pense que le marché a beaucoup plus d'aversion par rapport aux entreprises qui brûlent du cash. Fait que, je pense que ça va être une première étape avant qu'on commence à contempler un IPO. Tout à fait, tout à fait. J'ai une autre question de Richard Forçant. First, thank you for the article you published in LinkedIn. Very inspirational. I have read most of the books you recommend. My question is about adjusting to a new reality. Next to revenue and business models, what do you see as the most important change to operate in management priorities and methods? Réponse en français ou en anglais, comme vous voulez. Voilà. Management priorities and methods. Je pense que je ne peux pas dire qu'il y a des gros changements. Il y a plus de focus organisationnel, je pense, qui est nécessaire. Donc, par exemple, en 2019, nous, ça a été une année d'expansion extraordinaire. On est passé de 400 employés à 1200 employés. On a, c'est à peu près, ça a triplé là, notre revenue run rate. On a lancé de l'expansion, surtout en Europe. On a aussi lancé deux nouveaux modèles d'affaires. Un qui s'attaque aux hôtels indépendants. Fait qu'on gère maintenant des hôtels indépendants, pas seulement des appartements. Puis on a aussi lancé un produit qui s'appelle Thunder Residences, qui est comme
housing subscription, tu payes au mois, puis tu as accès, disons, à notre network d'appartements. OK. Fait que c'était vraiment, là, on a augmenté la complexité de l'organisation vraiment rapidement. Puis, je pense que dans un moment de crise, c'est important de juste d'avoir un focus incroyable sur certaines priorités qui sont claires. Fait qu'on a maintenant cinq objectifs d'entreprise pour les prochains 12-18 mois, puis c'est tout ce qu'on va faire. Fait qu'on ne va pas poursuivre plus d'expansion internationale, on ne va pas lancer de nouveaux produits, c'est juste, on a un focus incroyable pour être capable d'accélérer vraiment les résultats, d'amener la business à profitabilité super rapidement. Puis ensuite, retourner vers la grande vision à long terme, puis de commencer à faire des bets qui sont un peu plus risquées, puis d'augmenter la complexité organisationnelle. Mais c'est vraiment, je pense que c'est ça, le thème principal, c'est le focus. Comment tu l'as communiqué, ce focus-là, à ton équipe? C'est quelque chose que tu martèles à chaque semaine? Ouais. Email, là, dans Slack, puis focus. Comment tu transfères ça dans la culture organisationnelle? Oui, je pense que c'est ça. Le fait que les all hands sont vraiment des moments super importants. Fait que le dernier que j'ai fait de la semaine dernière, j'ai même envoyé un document après qui disait genre, hey, voici les 5 priorités. Puis si ça ne tombe pas dans ces 5 priorités-là, on tasse ça à côté. On a aussi un de nos principes organisationnels, c'est prioritize ruthlessly. Fait que ça, c'est vraiment dans un de nos. Ça fait vraiment partie de notre DNA organisationnel, exactement. Mais ouais, honnêtement, je pourrais sûrement faire un meilleur job par rapport à ça. Je suis sûr que certains entrepreneurs ont des bons conseils à partager par rapport à comment s'assurer, quel genre de canaux de distribution tu utilises pour que tout le monde soit vraiment on board sur la même idée. Fait que non, c'est une bonne opportunité de voir comment ça pourrait être encore plus clair par rapport à l'organisation. C'est quoi le taux de participation au All Hands? C'est à peu près. Fait on a des employés qui sont salariés, puis on a des employés qui sont à l'heure. Je dirais ceux qui sont à l'heure et sont en train de travailler avec nos clients, etc., ou ne sont pas sur un chiffre éventuellement pas. Je dirais peut-être 60%, 70% des employés vont regarder leur hands. Ouais. C'est bon, surtout si c'est à chaque semaine, c'est très bien. J'ai une autre question d'Héloïse. Do you have predictions to how COVID will change consumption habits long term in the short term rental market? Yeah, so we know that there's a lot of surveying that went out, especially for the travel industry. And one thing that we've seen is that there is a huge emphasis on cleanliness and safety and social distancing, no doubt. It seems like business travel is going to take longer to rebound than leisure travel. Like business travel is a little bit more conservative. There's this thing called duty of care. An employer, Fortune 500 company won't just send people out for travel without needing a really, really strong business justification for them being on the road. And so that's likely to take longer than leisure. Another is drive. People are likely to go to markets where they can drive versus going on a plane. There's been great studies actually with regards to the transmission risks of being on a plane. Like if you're in a space where, tightly contained space for several hours with other people, the risk is actually pretty high. And so I think people are going to be fearful of traveling by plane for a while. And then the last piece is, like you alluded to, the short-term rental market, I think is likely to be better off than hotels. And this is something that, third-party surveying has shown, is that people prefer to have, especially if they're going to travel with their family or with a couple of close friends, it's preferable to have your own washer dryer, your own kitchen, your own living room, not have crowded lobbies. You're probably, because you're driving to a location, you're probably going to spend a little bit more time in that location than you would have if you've flown. So all of this leads to, all of this is kind of positive news for at least for our business. The only thing that doesn't play in our favor here is that rural destinations are likely to be a little bit better off than urban destinations. And so people going to New York City right now, probably quite scary. And of course, the last piece is domestic travel over international travel. Yeah. Yep. And then the intéressant. Maybe actually the one last comment on the long-term habits is it's probably this will not just be once there's a vaccine, everything goes back to normal. People are fundamentally will have changed how they view interacting with others and just the risk of transmission of any disease. Just the emphasis on cleanliness is also going to change forever. And so that's something that from our perspective is really valuable, given that we have built basically a technologically enabled way to operate hospitality that it kind of propels forward what behavioral change that might have taken 5 or 10 years will now occur over just a few months, hopefully. So that's like a silver lining in all of this. Yeah, it sure sounds like it.
last question, quick, because we're already, our time's up. Mais c'est sur les plans pour un deuxième siège social à Montréal, rumeur qui court ici. C'est-tu quelque chose qui va toujours être dans le roadmap ou c'est repoussé à plus tard? Oui, donc on n'a rien à annoncer à ce niveau-là. Par contre, on a déjà mentionné publiquement qu'on voulait ouvrir un deuxième siège social au Canada, puis on entretenait certaines discussions. Donc, moi, évidemment, j'ai un biais par rapport à Montréal. J'adore Montréal, je connais Montréal, puis le Québec, puis je pense qu'il y a vraiment un talent énorme. Fait que, on n'a rien à annoncer pour l'instant, mais je suis vraiment optimiste par rapport à notre futur au Canada. San Francisco, c'est un marché qui est super difficile. Le talent est cher et super compétitif. Ouais. Donc, à notre stade, comme entreprise, c'est préférable qu'on croit la quantité de nos employés à l'extérieur de San Francisco. Donc, j'ai bien hâte de voir ce qu'on va être en mesure d'annoncer prochainement. Super. Écoute, Francis, ça a été un plaisir de t'avoir avec nous. Merci d'avoir partagé ton expérience d'entrepreneur à travers la crise et on souhaite te revoir à Montréal sain et sauf dans les prochains mois. Si jamais tu as l'occasion, on va te réinviter à ta visite à Montréal, à ce webinaire. Donc, merci Francis. Merci bonne beaucoup, continuation, bonne chance dans la suite de l'exécution de ton plan pour la relance. Merci beaucoup. Ciao. Salut Francis. Prochain invité, Chris Arsenault, Managing Partner d'Inovia. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Super content de t'avoir. Je ne sais pas si tu avais une question pour Francis. On a manqué de temps un peu, mais bon, voilà. On est. J'adore Francis. Tu sais, on parle souvent d'un temps de croissance des peacetime CEO qui voient l'avenir, qui ont une grande vision, qui sont capables d'investir à l'avance pour qu'est-ce qui s'en vient, qui n'est pas évident pour tous. Puis, dans les temps de difficulté, on a ce qu'on appelle les wartime CEO. Ceux qui sont capables de prendre des décisions rapides, qui sont capables de s'adapter avec l'information qui vient au fur et à mesure, qui change à tous les jours. Moi, j'ai la chance d'être un des investisseurs derrière Sounder puis Francis. Puis, j'ai le plaisir de dire que Francis il est capable de porter les deux chapeaux, autant Peacetime CEO que Wartime CEO. Que Wartime. C'est un plaisir de travailler avec lui et toute l'équipe extraordinaire de Sounder. Puis c'est pas évident la situation dans laquelle il a été plongé, là, avec le ressac que cette industrie-là a vécu. Donc, tough. It's a real wartime CEO experience that you need. Ça a été... on le voit, tu l'entends parler de la culture, l'entreprise qui a dû mettre en place ou l'emphase qu'il a dû mettre sur la culture qui n'est pas évidente. Donc, merci Chris de te prêter au jeu. Là, avec toi, on va aller chercher une perspective plus d'investisseurs sur la crise. Ça fait, tu es un des pionniers là, du VC, de la pratique de VC à Montréal. Tu as des bureaux, tu as plusieurs bureaux aux États-Unis, en Europe. Donc, très content de t'avoir parmi nous. Peut-être nous parler, commençons par le rôle d'investisseur dans la crise. Tu voulais parler justement de la chaîne de valeur des investissements également. Donc, peut-être nous parler de ça. On va commencer avec ça. Regarde, si on prend juste comme prémisse de base que tout a changé. Right? Francis vient juste de parler qu'il y a une nouvelle réalité, c'est que c'est du changement continu présentement. Puis le changement continu, ce n'est pas seulement pour les entreprises en technologie, ce n'est pas seulement pour les startups ou des compagnies qui sont déjà des entreprises publiques ou c'est tout secteur confondu. Faut se rendre à la réalité que ce qui était en 2017, 18, 19, ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, on vit une période de transformation accélérée comme on n'a jamais vécu dans le côté commerce et surtout côté commerce mondial et international. Fait que dû au fait que les habitudes sont après changées, ils vont continuer à changer. Les données changent semaine après semaine présentement. Ça a un gros impact autant pour les entreprises start-up que les entreprises en croissance que pour les VC, les investisseurs. Dans les 5 dernières années, on a vu un grand nombre de nouveaux investisseurs entrer dans le marché. Ça, c'était des investisseurs, que ce soit des family office,
des anges investisseurs ou des nouveaux fonds qui ont été créés pour la première fois, ils ont embarqué dans le marché parce que c'est un marché de croissance, c'est un marché avec des nouvelles positives, c'est un marché où on pouvait dépenser de l'argent parce que l'argent ne coûtait pas cher. Aujourd'hui, la réalité, c'est que toutes les entreprises sont en train de s'adapter aux 3 phases qu'on connaît assez bien, qui est première phase, phase de survie. Si tu ne survis pas, tu n'as pas assez d'argent pour passer à la phase de récupération, ça ne sert à rien de continuer. On est aussi mieux de fermer les portes aujourd'hui. Les entreprises ont besoin de capitaux pour passer à travers la phase de survie. Ensuite, il y a la phase de récupération qui va déterminer qui vont être les nouveaux leaders dans certains secteurs, certaines industries. Ça demande aussi des capitaux. Et ensuite, on va revenir à une phase de croissance, que ce soit dans quelques pays au début et ensuite, du point de vue mondial, on va revenir dans un marché où on va voir de la croissance et non seulement de la décroissance généralisée. Alors, ces 3 phases-là, il faut être capable de s'adapter à toutes les phases, autant comme entrepreneur en technologie que comme investisseur. Puis, les investisseurs, si on pense à la chaîne d'investissement, comme tu dis, c'est important pour que les entrepreneurs comprennent que leurs besoins en capitaux et leurs prises de décision qui sont assez difficiles à faire dans la première phase de survie, il y a quelque chose de similaire qui se vit du point de vue des VC. Parce que, comme fonds de capital de risque, la majorité des fonds ont une durée de vie de 10 ans. Donc, tout dépendant de c'est qui tes investisseurs comme entrepreneurs, faut comprendre et connaître à quelle année ils sont dans leur vie de croissance. S'ils sont déjà dans l'année 4, 5, 6, 7, mais ils ont déjà commis la majorité de leurs capitaux. Donc, les capitaux qui sont réservés ou qui restent à investir sur les dernières années de vie du fonds, ce sont des capitaux assez minces à comparer à ce qui peut être perçu comme étant la grosseur du fonds. Ensuite, ces mêmes fonds-là doivent se tourner chaque fois qu'ils font un investissement vers leurs investisseurs, qu'on appelle des limited partners, pour leur dire, on va faire un capital call, on a un investissement à faire dans une compagnie XYZ. Et il faut s'assurer que les investisseurs des fonds de capital de risque ont aussi les capitaux. Parce que eux, s'ils sont investisseurs professionnels, ils ont de l'investissement dans beaucoup de fonds de capital de risque. Et tous les fonds de capital de risque, aujourd'hui, ils se tournent vers leur compagnie en portefeuille. Ils s'aperçoivent que l'année 2020 est une perte, dans le sens que la croissance de l'entreprise est peut-être positive en certains cas. La majorité des cas est flat et dans certains cas est négative. Donc, c'est vraiment une année perdue de croissance, de création de valeur et plus souvent qu'autrement, c'est une année qui va avoir demandé du cash, du burn. Fait que les entreprises vont avoir burné du cash. Donc, les compagnies sont en portefeuille de tous ces beaux fonds-là, indépendamment de l'âge du fonds, que ce soit dans l'année 1 sur 10 ou l'année 8 sur 10. Ils se tournent vers leurs investisseurs pour demander des capitaux. Mais en même temps qu'ils se demandent à leurs investisseurs pour des capitaux, ils disent à leurs investisseurs, most likely than not, on n'aura pas de sortie cette année. Donc, on ne vendra pas d'entreprise. Donc, nous, on ne va pas vous retourner des capitaux, mais on a besoin des capitaux que vous nous avez promis. Fait que ça, c'est une réalité pour chacun des VC. C'est important que les entrepreneurs comprennent et connaissent l'âge du fonds dans lequel le VC investit et la solidité du VC comme tel, puis la solidité vient de la qualité des investisseurs derrière eux. De l'autre côté, tu as les anges investisseurs qui, la majorité des anges investissent dans un family office. Les family office, faut pas se le cacher, les investissements qu'ils font dans des entreprises comme Ange, ce n'est qu'une petite partie de leur portefeuille, mais leur portefeuille était dans les marchés publics, était dans les marchés monétaires. Ils ont perdu beaucoup d'argent dans les 2 derniers mois. Alors, l'incertitude à l'incertitude est ajouté le sentiment de mon Dieu, je viens de perdre 30, 40, 50 de my net value, my net asset, toute ma valeur qui était là. Alors, c'est énorme. C'est énorme. Oui, puis il ne faut pas trop demander, il ne faut pas trop être fâché si, comme entrepreneur, on va voir un ange investisseur qui est intéressé au mois de février puis qui aujourd'hui me dit qu'il ne peut pas investir. Sa fortune à lui ou à elle est après ça dilapidée présentement dans les marchés, puis l'incertitude est énorme. Puis de l'autre côté, il reste le dernier groupe des institutions. Les institutions, ils ont des capitaux, ils sont beaucoup plus liquides que n'importe qui d'autre. Le problème pour un entrepreneur, que ce soit une start-up ou
ou autres, c'est quand on se tourne vers les institutions aujourd'hui, les institutions regardent leurs chiffres du mois de mars et du mois d'avril et ils doivent respecter des ratios. Et les ratios qu'ils doivent respecter, ça ne fonctionne plus pour la catégorie qui est le VC et le private equity. Pourquoi? Parce que nous, la catégorie dans laquelle on vit, c'est une catégorie de single digit. C'est très petit, l'allocation. Et dû au fait que le portefeuille d'une institution dans les marchés publics, dans le pétrole, dans l'importation, le retail, l'immobilier, vient juste de prendre une drop incroyable. Là, maintenant, le VC ou le private equity représente peut-être 10, 12, 15% juste en termes de chiffres sur un rapport mensuel. Fait qu'ils ne sont pas nécessairement excités à l'idée de mettre encore plus de capitaux parce que là, ils ont des problèmes de gouvernance et autres. Fait que c'est important de comprendre l'écosystème du financement pour mieux comprendre lorsqu'on a la résilience, on est capable de s'adapter au point de vue opération, mais on est aussi agressif pour s'assurer qu'on va chercher des capitaux. Comprendre ce réseau-là est extrêmement important. Puis, ce qui me fait penser, c'est que là, tu sais, BDC a annoncé un fonds d'appariement, un matching fund pour les VC, justement, et non pas pour les anges. Moi, je vois toutes sortes d'exemples à travers le monde, là, des matching funds agressifs, là, du 2 for 1 en Israël, en Allemagne aussi, j'ai vu ça. Qu'est-ce que tu penses de cette annonce-là? Est-ce que tu penses que ça peut aider à débloquer des fonds au courant des 6 prochains mois pour du follow-on ou de l'extension? Si on parle d'extension. Ouais. Bon, pour que le matching... Bon, premièrement, le fait qu'un programme comme ça existe, c'est un plus. Oui. Ça serait pire s'il n'y en avait pas. Bon, ceci étant dit, comment que la BDC va faire comme exemple, pour différencier entre une entreprise qui va mal à cause de la crise et une entreprise qui était simplement mal gérée puis qui allait mal avant la crise. Déjà, dans les temps de croissance, on a beaucoup de ce qu'on appelle des zombie companies, des walking dead, qui sont des entreprises qui auraient dû fermer les portes parce que le talent serait mieux servi ailleurs, ainsi que les capitaux. En temps de crise, comment on fait pour différencier les entreprises qui ont le potentiel de passer à travers les trois phases et d'être une entreprise à succès par la suite, qui va pouvoir créer de l'emploi, qui va être capable de créer de la richesse, autant pour les stakeholders que pour la communauté. Alors, la BDC a ce challenge-là. Donc, le matching est en partie une solution parce que si il y a des VC qui vont prendre de leurs capitaux qui restent dans leurs fonds. Exactement. Il n'y aura pas beaucoup de fonds qui vont lever du capital là, cette année. Hein, à comparer aux autres années, ça va diminuer drastiquement. Le matching est une façon d'y arriver. Puis ça demande à BDC de faire confiance aux VC qui ont déjà investi dans les entreprises qui vont réinvestir. Et le matching est une façon d'arriver et de dire, regarde, en temps normal, l'entreprise aurait réussi à closer 5 millions. Aujourd'hui, elle peut juste en closer 2 ou 3, mais si on est capable de matcher, ça va faire 5 ou 6. Ça va faire 5, exactement. On va aider à... Oui, c'est un bon programme. Est-ce que les programmes pourraient être mieux? Regarde, ils pourraient toujours être mieux, mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'incertitudes. Moi, présentement, si je regarde les compagnies au portefeuille, on a fait 17 transactions depuis le mois de janvier. Sur les 17 transactions, on est chanceux parce que la majorité de nos compagnies avaient déjà des capitaux. Donc, si je regarde juste les capitaux qui sont sur le balance sheet de notre portefeuille actif de 33 compagnies, on est à plus de 800 millions US qui est sur les balance sheets de nos compagnies. Fait qu'on est dans une situation particulière. Mais on avait quand même 17 transactions à faire cette année, dont le portefeuille, à supporter le portefeuille. Les situations étaient différentes les unes des autres, mais il y en a qui étaient très jeunes, qui allaient dans leur deuxième phase d'investissement, et on a d'autres qui étaient en croissance, où la croissance, au lieu d'être 100% cette année, va être de 35% cette année. Puis là, il y a un coût au capitaux aussi qui rentre en ligne de jeu. Alors, ça prend ça prend de l'empathie, ça prend des connaissances, ça prend de la collaboration avec les autres investisseurs, avec le management team. Ça prend une honnêteté intellectuelle d'arriver puis dire, hey, je croyais que mon entreprise valait X parce que ma croissance était de 100% année après année après année, puis c'est ce qu'on voyait pour les 2 prochaines années. Ah, non, tout d'un coup, cette année, je vais brûler de l'argent, mais ma croissance va être de 30% ou de 40%. Puis peut-être, tout dépendant du marché, tout dépendant du secteur dans lequel je suis, l'année prochaine, je pourrais peut-être récupérer et peut-être être à 70 ou 100.
Mais ça, c'est plus la même entreprise qu'au mois de janvier, Non. grandissait à 100% sans aucun problème dans un marché prospère. Il faut être intellectuellement honnête aussi dans ces discussions avec ses investisseurs pour essayer de réévaluer c'est quoi la valeur de l'entreprise, la valeur du potentiel et les risques qui sont reliés au secteur comme tel, parce que pas tous les secteurs sont affectés de la même façon. Très bien, merci Chris de cette précision-là. J'ai une question de Brian. Est-ce que vous avez remarqué une chute dans les évaluations des startups depuis COVID? Oui, une chute. Je pense qu'il y a eu une première chute de valorisation. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui grandit à 100% année après année ne vaut pas dans un marché prospère, ne vaut pas la même chose qu'une entreprise dans le même marché qui grandit à 30% année après année. Donc, il y a eu un premier ajustement qui est un ajustement en fonction des données qui sont disponibles. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois et dans 12 mois lorsque certains secteurs vont être affectés pour toujours. Le côté du travel est affecté. Il y a des changements, il y a des entreprises qui sont bien placées à cause de leur modèle d'affaires. Francis en a parlé tantôt. Il y a d'autres entreprises qui sont très mal placées. Il y a même des forecasts qui disent que 50% des avions ne partiront pas des stationnements dans lesquels ils sont parqués aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la demande de travel ne sera tout simplement pas là pour la prochaine année. À même voir certains secteurs, un exemple, tout ce qui touche le retail, tout ce qui touche l'immobilier, le monde a changé. On parle du secteur du travail à distance, du travail à la maison. Oh, tout d'un coup, non seulement le marché est aussi intéressant qu'il était avant, le taux d'adoption est 10 fois plus grand qu'avant. C'est assez important. Côté retailer, je parlais avec un owner d'une chaîne de 400 magasins récemment et leur e-commerce, month over month, pour le mois d'avril à comparer à l'année passée, a augmenté de plus de 450%. Fait que ça, c'est 450% de growth pour du e-commerce. Puis j'ai demandé, puis ton brick and mortar, comment que ça va? Bon, c'était 0 parce que c'était fermé pour tout le mois. Mais le 450 ne compense pas pour le. Non. Il ne compense pas pour la perte dans le brick and mortar, ça, c'est sûr. Non, mais ça te donne une idée. Comme entrepreneur, lui, il faut qu'il réfléchisse à c'est quoi mon avenir? Est-ce que mon avenir, c'est mes 400 magasins ou mes 600 magasins? Ou est-ce que mon avenir, c'est d'en couper à moitié puis juste en faire 200, 300? Oui. Puis, pour toi, comme investisseur, ce que je vois aussi de la complexité que tu es en train de vivre, c'est de discerner entre les tendances qui sont court terme puis qui vont se résorber ou se renverser, des tendances long terme qui s'installent. Puis ça a un impact quand même important sur la décision de la valorisation des entreprises, right? Absolument. Vraiment... Puis il ne faut pas oublier une petite anecdote, parce que je l'ai entendu encore aussi récemment que ce matin, quelqu'un qui m'a dit « Oui, mais Chris, c'est dans la dernière crise, en 2008-2009, c'est là que Uber s'est fait financer, puis Dropbox s'est fait financer, puis regarde aujourd'hui, Airbnb c'est Airbnb. » Oui, mais les gens ont oublié qu'ils sont fait financer. Oui, Dropbox s'est fait financer en 2009, 1,2 million à un pre-money de 4 millions. La même compagnie aujourd'hui pense qu'elle vaut 20 millions. Fait que si on lui dit non, tu vaux 4 millions, tu te compares à Dropbox, ben non, voyons donc. Puis Uber, la première ronde était à 1,6 million en 2010, un pre-money de 5 millions US. Right? 4 millions pour Airbnb. Oui, c'est des petites transactions, là. C'est vraiment absolument. Il ne faut pas oublier, il faut se mettre dans le contexte de ce qui est possible. Puis comme entrepreneur, je pense que la première mission d'un entrepreneur qui a déjà parti son entreprise, pas quelqu'un qui part son entreprise, mais quelqu'un qui a déjà parti son entreprise, c'est le bien-être de ses stakeholders qui inclut ses employés, ses partenaires, ses investisseurs ou autres cofondateurs et autres, et de voir à s'assurer que l'entreprise a les moyens de passer à travers la crise et prendre les décisions qui sont nécessaires pour passer à travers, mais qui est capable de réagir aussi vite dans la période de récupération pour que lorsque la phase de croissance va être de retour, point de vue global, mondial, ils peuvent être devant tout le monde. Ça veut même peut-être dire, nous, dans certaines conversations, parce qu'avec Patrick Pichette et mon partenaire Scott Monroe, on a commencé à faire des sessions avec nos CFO et nos CEOs à travers notre portefeuille. D'ailleurs, il y a une autre session tout de suite qui s'appelle « Don't call it the new normal » parce qu'il y a des ajustements à faire
pour l'entreprise, pour les entreprises qui sont importantes, mais il faut faire attention de ne pas s'ancrer sur qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et qu'est-ce que les données nous disent aujourd'hui, parce que ça n'a rien à voir avec qu'est-ce que ça va être demain. Comme il y a un mois, lorsqu'on avait fait notre première session avec tout le monde, ça s'appelait Weathering the Storm. Puis, tu avais Patrick qui expliquait qu'est-ce qui s'est passé pour un nombre d'entreprises dans les dernières crises, puis comment regarder les données et comment agir et réagir avec ces données-là. Il y a beaucoup de commentaires qui étaient similaires à ce que Francis disait avec son coach. Puis ça, c'est super important, mais ces interactions-là permettent d'ouvrir le mindset à « oui, il faut que je sois agressif pour couper et contrôler mes dépenses et m'assurer que je survis aujourd'hui, mais il va falloir que je sois aussi vite et aussi motivé pour récupérer et commencer à bâtir. » Et ça va vouloir dire, dans plusieurs cas, faire des acquisitions. Donc, le M&A, ça va être une opportunité incroyable pour un certain nombre d'entreprises pour acquérir des compétiteurs à 10 cents, 20 cents, 30 cents dans la pièce. Oui. Fait que ça fait partie des opportunités qui surgissent à l'heure actuelle dans la crise. On est rendu à la fin de notre heure. Chris, je te remercie beaucoup de ton temps. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir partagé tes connaissances. Tu as quand même une perspective là, unique comme investisseur. Puis, je pense que la communauté d'entrepreneurs va pouvoir en bénéficier. Je n'hésiterai pas à te réinviter un autre tantôt, peut-être une autre phase de la crise pour avoir ta perspective là, comme investisseur. Merci encore, Chris, puis je te souhaite une belle fin de journée. Ciao. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Alors, on a eu trois beaux entretiens aujourd'hui. Ça a été assez formidable. Je vais passer pour le mot de la fin. On va donc regarder des mesures économiques qui ont été annoncées et celles de la semaine dernière. Donc, on a eu donc la semaine dernière l'aide de 225 millions dans le secteur agricole par le fédéral. Cette semaine, le provincial, évidemment, ils ont annoncé l'ouverture des commerces. Ça a été reporté au 25 mai. Le fédéral a annoncer un soutien additionnel pour les plus grandes entreprises, les entreprises, les startups là, à taille moyenne et élevée qui ont des besoins en prêt, donc allant de 12 millions à 60 millions. Donc, c'est pour les plus grandes scale-up. Ça a été annoncé cette semaine. Et le prolongement jusqu'en juin du programme de subvention salariale d'urgence là, qui a été annoncé également cette semaine. Autrement, les préoccupations qui nous ont été communiquées par les entrepreneurs cette semaine, c'est la réorganisation en vue d'un retour progressif sur les lieux de travail. Donc, c'est certain que ça fait partie des préoccupations actuelles. Donc, comment on se réorganise, comment est-ce qu'on va faire conjuguer le télétravail avec l'opération au bureau. Donc, on va tenter de répondre à cette question-là au courant des prochaines semaines avec les invités qu'on va amener dans notre webinaire. Les startups aussi sont en recherche d'opportunités, réseautage, financement à faire. C'est certain que le réseautage puis la recherche d'opportunités, on est dans un autre mode de développement d'affaires aujourd'hui. Donc, je vais garder en tête ces deux préoccupations-là pour les prochaines semaines. Je vous invite à répondre au sondage qui est live à l'heure actuelle dans notre webinaire. Vous l'avez dans l'espace de chat pour nous donner votre appréciation de ce webinaire d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez les ressources à la disposition. Donc, cette présentation-là va être disponible pour vous en ligne. Vous allez pouvoir la télécharger. Donc, ici, j'annonce que la semaine prochaine, on aura comme invité la mairesse de Montréal avec Luc Rabouin, qui est le responsable en charge du développement économique à la Ville de Montréal. Je vous rappelle également qu'on a sur notre site web l'ensemble des mesures qui sont disponibles dans le document collaboratif. Vous avez également les autres ressources et programmes financiers actualisés. Donc, les liens sont dans la présentation que vous aurez sous la main si vous la téléchargez.
Je vous rappelle aussi qu'il y a le défi post-COVID qui a été lancé donc, conjointement avec Desjardins et Google for Startups. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 mai. Vous avez le lien dans cette présentation-là. C'est au www.postcovid.ca pour vous inscrire aux différents challenges de ce défi post-COVID. Je vous rappelle également que vous pouvez rejoindre la communauté dans notre canal Slack. De Bonjour Startup, on a même une chaîne sur le COVID où les participants, donc la communauté, on est à près de 1400, dépendamment des chaînes, 1400 participants à ce canal-là. Donc, je vous invite à participer, à faire partie de la conversation. Et je vous invite également à vous inscrire à notre infolettre qui fait la synthèse des activités durant la semaine des différents organismes de soutien de l'écosystème à Montréal. Donc, il est 15h15. On a eu un programme assez chargé aujourd'hui avec des invités de marque. Je suis très heureux de la conversation qu'on a eue aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié comme moi. Et je vous donne rendez-vous donc à la semaine prochaine, mercredi, le 20 mai à 14h avec la mairesse de Montréal et Luc Rabouin. Et je vous souhaite une belle fin de journée. Merci beaucoup d'avoir participé en grand nombre et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde.